là, on n'est pas dans la jungle, on est quand même des personnes civilisées. Voilà. Polygamie, barbarie, jungle, je ne sais pas, n'attendons ça, ce que vous pourrez en dire. Faut-il aujourd'hui l'assimiler à de la violence? On est en train de reformer le code de la famille congolaise. Faudra-t-il éventuellement mettre fin à cette pratique? Moi, je pense, rien ne justifie la polygamie aujourd'hui. Et que ce soit les statistiques ou moins encore le comportement, si comportement malveillant il y a de l'homme, c'est pas parce que la femme va manquer à ses devoirs conjugaux que l'homme va chercher une autre femme. Si tu prends la deuxième, celle-là aussi manque aux devoirs conjugaux, tu vas prendre une troisième, ainsi de suite. Et posons-nous la question aussi, et si c'est l'homme qui manque à ses devoirs conjugaux, ou qui est absent du foyer, qui ne justifie pas ses absences au foyer, est-ce que pour autant la femme va rentrer dans une polyandrie? La loi pour l'instant ne le permet pas. Donc la loi ne devrait Il n'y a pas de polyandrie dans le code de la famille congolaise. Moi je pense qu'au nom de l'égalité, on ne devrait parler ni de polygamie ni de polyandrie. Moi je pense. Je voudrais... Attendez, elle va juste dire quelque chose. Est-ce une violence? Alors, est-ce une violence? C'est vraiment à discuter. Je pense, il faut vraiment chercher à savoir pourquoi est-ce que l'homme va chercher une deuxième femme. Pour le cas du Congo, pour ne prendre que celui-là, je pense qu'il me semble, il y a eu une conférence qui a été faite par une association des femmes. Ce sont les femmes, je parle pour le cas du Congo, pour ce que j'en sais, ce sont les femmes qui ont accepté cette idée de polygamie. Ce sont les femmes qui ont accepté que leur mari épouse une deuxième, une troisième. En fait, elles se sont limitées à 3. Malheureusement, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que le livret de famille congolais comporte 5 pages. Donc, ça veut dire que, est-ce que c'est une loi qui est là, qui dit que l'homme congolais peut ou a le droit d'épouser 5 femmes? Ou bien, au départ, quand cette idée-là a été émise par les femmes, ça se limitait à 3. Une violence, qui c'est qui subit cette violence? Je pense que c'est peut-être la première épouse. Mais par contre, il est bien dit, au niveau je pense que c'est un décret, que l'homme qui veut épouser une deuxième femme, je dis bien quand je parle, à ce moment-là, c'est le mariage, puisqu'il a le droit d'aller à la mairie, il doit avoir le consentement, il a le droit d'épouser 3 femmes, certes, mais à condition que la première donne son consentement. En fait, une permission pour qu'il aille épouser mais très souvent, une deuxième. Très souvent, il a cette permission. Là, moi, je pense que à ce niveau-là, ça ne sera plus une violence. À ce niveau-là, ça ne sera plus une violence. Ça sera une violence si l'homme en abuse un peu. Abandonne complètement la première qui était donc, là. Donc, si tu t'arrêtes à 3, ça va, quoi. Non, moi à rien du tout. Anita Bawanda, vous voulez compléter quelque chose par rapport à cette question de polygamie, s'il fallait... On voit que c'est pas tranché. En fait. Sur cette question, ça reste, comme disaient mes collègues, ça reste discutable. Mais pour ma part, mon avis à moi, c'est une violence. Vraiment, c'est une violence. Parce que on parle de la femme, comme l'a dit Nathan tout à l'heure, ça aurait été la femme. Est-ce que la femme rentre dans une polyandrie parce que son mari n'est pas engagé dans ses devoirs conjugaux ou parce que... Et pourquoi? D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui on parle de la journée de la femme? Tout à l'heure, on était en train de discuter, il y a un homme qui disait on veut une journée des hommes. C'est l'animateur, si on n'a pas de journée des hommes, parce qu'on s'en rend... proposé des dates. Voilà. S'il n'y a pas de journée des hommes, c'est parce que, effectivement... Les hommes ont les heures de l'année, voilà. C'est ça? Non, mais c'est pas ça, c'est juste que les hommes, on a l'impression que la société donne tous les droits aux hommes. Mais les droits sont partagés, autant pour les femmes et autant pour les hommes. Si les droits des femmes étaient définis de façon naturelle comme ceux des hommes, on ne parlerait pas de journée internationale de la femme. Donc pour moi, c'est vrai une violence. Non. Il y a urgence ailleurs, pas sur la question de la polygamie, mais plutôt pour le renforcement de l'institution famille au Congo. On a vu avec allégresse d'ailleurs qu'il y a des réformes qui ont été conduites sur la question de la sécurité sociale, avec la diversification des organismes de sécurité sociale. Tout à fait. Et là, c'est une bonne politique. Et là, effectivement, ça peut rejoindre l'idée de renforcer l'institution famille. Mais il y a doublé la question de la polygamie, à mon avis,
on perd un peu du temps. On va arriver vers la fin de cet entretien. J'aimerais juste rapidement avoir votre avis sur un autre sujet qu'on n'a pas vraiment abordé, mais qui n'est peut-être pas une réalité congolaise, c'est celui des mariages forcés. Alors, on connaît très bien, on voit à la télé, ici en France, c'est quelque chose qui est courant dans certaines communautés. Apparemment, la communauté congolaise en est épargnée. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les textes devraient déjà se prévenir de ce type de phénomène, d'autant plus que c'est des choses, en fait, dans le cadre d'une mondialisation, qui se propagent un peu comme une traînée de poudre? Je ne sais pas qui veut répondre, ou donner un avis par rapport à ça, cette question des mariages forcés. Je pense que ça irait dans le sens justement de l'éducation de la femme, enfin pas de la femme, mais de la jeune fille. Voilà. Pour que la jeune fille, peut-être pas que dans les zones urbaines, peut-être que ce phénomène ne se fait pas, Oui. peut-être que dans des zones rurales, il y a peut-être des jeunes filles Qui en sont victimes. qui en sont victimes, voilà, justement, qui sont données à un homme comme ça peut être le cacique du village, voilà, c'est sûr que ça se fait. Hein. Moi, je peux vous donner un exemple, mon père, il est de la Nicola, et je peux dire que là-bas, c'est une pratique qui se fait. D'accord. Donc on n'est pas épargné finalement. Qui se fait, mais le cadre, le cercle familial le fait taire. Parce que justement, c'est au niveau du village. Mais au niveau des grandes agglomérations, ce phénomène-là, je ne pense pas que ça existe encore au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi donc il faudrait qu'il y ait des textes dans ce sens-là, dans le sens de l'éducation de la femme, même si elle est dans les zones reculées. Voilà, il faudrait qu'elle ait l'accès à l'école, qu'elle ait l'accès à la scolarisation. Je pense qu'à travers ça, elle pourra peut-être sortir, voilà, de cette violence-là. Vous avez parlé de pédagogie, vous avez parlé d'éducation, vous avez parlé de communication. Auriez-vous d'autres recommandations à faire aux autorités qui peuvent nous écouter aujourd'hui, qui vont vous entendre, par rapport aux violences qui subissent les femmes congolaises et africaines des femmes d'une manière générale? Est-ce que vous avez des recommandations concrètes? D'autant plus qu'on a évoqué d'une manière générale des thèmes liés à la pédagogie, à la communication, à l'éducation. Et très souvent, ces actions-là concernent les hommes, donc très tôt. Auriez-vous aujourd'hui des propositions concrètes à faire ou à partager avec les gens qui nous écoutent ou qui vont vous voir maintenant? Qu'est-ce qui veut bien commencer? Anita Bawanda. Moi, je dirais déjà à la société congolaise que c'est une question d'éducation. Au jour d'aujourd'hui, il faut carrément éduquer toute la société. C'est un changement de mentalité. La société est en train d'évoluer. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il est intolérable qu'il y ait encore ces types de violences qui sont à l'égard des femmes. C'est intolérable. Parce que tout à l'heure, quand Edwige parlait de mariage forcé, moi je pense que les jeunes filles, elles y sont pour rien. C'est plutôt elles qu'on doit protéger. Parce qu'un enfant, aujourd'hui, nous, on a peut-être, on va dire ça, on a la chance d'être en Europe, on a des enfants, on a des jeunes filles qui ont 12 ans et on s'en rend compte que c'est encore des enfants. Mais en Afrique, c'est des enfants qui sont laissés pour compte. C'est des jeunes filles qui sont laissées pour compte, à la merci de la société. C'est la société, je parlerai aujourd'hui de la société congolaise, mais aussi la société africaine qu'il faut carrément éduquer. Ramener les mentalités, vraiment changer le système de pensée. Que la femme n'est pas quelque chose, c'est pas une personne moindre, c'est une personne à part entière. Autant le même respect qu'on accorde à l'homme, au petit garçon, on doit accorder à la petite fille et ainsi de suite, à l'adolescent et à l'adolescente. C'est vraiment une société qu'on doit au jour d'aujourd'hui amener à changer les mentalités de tout le monde. Et aussi vraiment que les textes de loi qui sont au Congo ne doivent pas rester des textes sur papier. Ça doit être appliqué, parce qu'une fois qu'on commence à appliquer les lois, qu'on commence à punir, les gens vont se ressaisir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des lois, certes, on sait qu'il y a des lois, mais qui ne sont pas applicables. Donc, je sais que je peux faire une violence, dans le cas du viol, je peux violer une femme, si j'ai des bras longs, comme on dit, je vais m'en sortir. Mais au jour d'aujourd'hui, si on met tout carte sur ta bras long ou pas bras long, quand tu commets une violence, tu es puni. Je pense que les gens vont se réveiller.
Voilà, des gens qui doivent se réveiller. Est-ce que vous voulez compléter? Je vais d'abord m'adresser à vous, Gaël Cho. Vous n'avez pas pris la parole jusqu'à maintenant. Oui, absolument. Je partage ça à Baonda. Mais là, c'est vrai que nous vivons certaines réalités, mais la question vraiment que nous devons, nous, Congolais, nous, Africains, la question que nous devons nous poser, c'est que est-ce que nous sommes prêts pour le changement? Et c'est assez long, il faut le reconnaître, mais posons-nous d'abord la question si nous sommes prêts pour le changement. Si nous sommes prêts, là, donc il y a une volonté, à ce moment-là, nous devons nous mobiliser, tous, Congolais, parce que nous sommes tous Congolais. Il n'y a pas de différence d'ethnie ou quoi. Voilà, tout ça, on met ça de côté. Voilà, nous devons nous dire, aujourd'hui, je veux le changement. Je voudrais apporter une nouvelle vision pour mon pays, pour ma nation. Donc, je me sens prête à affronter en fait ce changement. Surtout sur la question de la violence, par exemple. Les sociétés connaîtront toujours la violence ou les violences, mais il faut peut-être chercher des moyens de rendre ces violences moins pénibles pour les victimes. Et en même temps, il faut, je pense, accompagner les bourreaux, sensibiliser. Comme je le disais, les bourreaux, parfois, ils ne savent pas qu'ils sont en train de commettre des forfaits. Quand ils posent les actes de viol, par exemple, même surtout le viol dans le foyer, parfois l'homme ne sait pas qu'il est en train de dépasser une limite qui le met en situation de violeur. Oui. Et pour cela, il faut toujours mener des campagnes de sensibilisation. On a un beau prétexte, la question du sida par exemple, il y a eu des campagnes d'éducation à la sexualité, à la santé. Pourquoi n'est pas éduqué qui portent des résultats. Qui portent des résultats, effectivement. Oui. Voilà pourquoi j'en parle. Parce que je sais qu'il y a des résultats qui ont été obtenus depuis plusieurs années sur cette question-là. Et il faut peut-être créer des passerelles, prendre des thématiques qui sont connexes à la question de la sexualité et de la santé pour mener de vraies campagnes. Le viol peut faire partie de ces campagnes-là. Renforcer, je pense, le personnel au niveau des centres de planning familial pour la fameuse éducation qui doit être apportée aux femmes, aux jeunes femmes en âge de puberté et jusqu'à 50 ou 60 ans. Voilà, je pense qu'il est temps vraiment que ces structures-là existent, que ces structures-là soient bien visibles, que ces structures-là aient un personnel compétent, parce que c'est pas n'importe qui qu'on va prendre, qu'on va mettre là. Il faudrait que ça soit des professionnels de la question, voilà, qui seront là pour recevoir justement ces victimes de violences. Des professionnels qui doivent gérer les victimes des violences, des structures qui doivent exister et fonctionnelles. Oui. C'est aussi votre avis, Madame Douli? Oui, je suis entièrement d'accord. Je vais dans le même sens qu'a dit Nathan et Edwige. Et est-ce que nous sommes prêts à pouvoir changer nos mentalités? Est-ce que on a des lois, des textes, comme a dit Anita, qui sont écrits noir sur blanc, qui dorment sur les tablettes, dans les tiroirs? Ce n'est pas applicable. Partant que les gens souffrent, la mentalité, est-ce qu'on est prêt de changer notre mentalité, que le viol c'est un crime? Est-ce qu'on ne va pas faire intervenir un bras long parce qu'il y a le cousin qui a violé, a fait ceci? Est-ce que nous sommes prêts? Passons par une campagne, on sensibilise, on éduque, et puis voilà que tout va aller. Le professeur Martin Desmothieu vient de nous rejoindre sur le plateau. C'est vous qui avez animé en fait cette conférence aujourd'hui concernant la journée de la femme, la journée internationale de la femme, et nous avons abordé les questions liées aux violences faites aux femmes. Vous avez été le grand ordonnateur de cette journée, notamment pour accompagner les dames qui ont exposé. Est-ce que vous avez un mot de synthèse à partager avec les gens qui vont vous écouter et surtout apprécier ce que vous avez fait durant cette journée ici? Eh bien, bien sûr. Allez-y, on vous écoute. Non, vous pouvez parler. Ce que je peux dire, c'est que l'échange a été sincère et assez fructueux, et chacun a apporté sa contribution de façon vraiment libre, et toutes les questions ont été abordées. C'est pourquoi
quand j'ai émis le vœu que tout soit déballé, j'ai évoqué une certaine émission là où on disait ça doit se savoir. Ça va se savoir. Oui, alors, et je pense que tout s'est su, excusez-moi l'expression, et pour le grand contentement de l'assistance qui n'en demandait que cela. Tour de parole pour que chacun dise un dernier mot par rapport à cette journée, et en même temps, en vous écoutant tous, on a bien compris que cet objectif de la conscientisation est en train de se mettre en route, notamment avec les outils que vous avez proposés pour permettre aux autorités congolaises de prendre en main ces questions de violence et de proposer des choses concrètes, si ces choses-là existent déjà, mais qu'elles soient appliquées au quotidien. On va refaire un tour de parole. Je vais commencer par vous, Madame Douli. Et tout simplement que nos autorités mettent en place ce qui a été écrit noir sur blanc, de ne plus faire la part des choses. Quelqu'un commet un acte, il subit, il paye ses actes, et puis soit quitte à faire la prison 10 ans, il est là parce qu'il a fauté. Il n'y a pas un oncle ou bien un frère qui viendra le sortir et tout. Moi je dis que... Et puis éduquant la masse. Voilà. Gaël So. Alors, pour ma part, je reste très positive en fait quant à cet événement. Et j'ai la ferme conviction en fait que l'honorable, le député Christelle Denis Sassou Nguesso, à qui nous ferons part en fait de toutes nos recommandations, je reste convaincue qu'il aura un mot à dire en fait à l'Assemblée, parce que c'est un député jeune, comme toute cette jeunesse que vous voyez, et c'est un député qui est à même à comprendre, à entendre en fait tout ce qui a été dit. Donc je pense que le message va passer de façon très claire et très positive. Edwige Gonzia. Je vais également remercier donc, le président Menda d'abord pour le cadre de communication qu'il nous a donné aujourd'hui, à nous les femmes donc, du collectif. C'est sa façon également à lui de nous rendre hommage et de nous honorer. Je vais également remercier donc, l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, qui ne ménage aucun effort pour permettre que nous, les femmes ou les jeunes, puissent s'exprimer. Voilà. Donc, je pense pour ma part qu'il ne va pas mettre nos doléances dans le tiroir. Je pense qu'il va en prendre compte parce que je sais qu'il est très sensible à de tels sujets. Et je pense que nous irons très loin dans les futures éditions en apportant, je pense, le résultat de rapport qui sera donc mis en place d'après la conférence d'aujourd'hui. Des dossiers ou des propositions qui ne seront pas mises dans le tiroir, vous y croyez? J'ose espérer que cela ne sera pas mis dans les tiroirs.